Julien. Donc je vais commencer par ma gauche avec Felicia Piedra, qui est des commissions ouvrières d'El-Euskadi. J'ai bien prononcé avec l'accent comme il fallait. Voilà. Ensuite, je vais présenter... Alors, je leur laisse le soin d'expliquer les responsabilités multiples qu'ils ont dans l'organisation syndicale. Ensuite, un nouveau aussi que personne ne connaît, Philippe Mediavilla, qui est le secrétaire de la région Aquitaine. Alors, à ma droite, Michael Rudolph, qui est du DGB, qui vous dira aussi quelles sont ses responsabilités. Et bon, je ne vais pas dire extrême droite quand même. Frédéric Imbrecht, que sans doute déjà vous connaissez, qui est membre donc de la commission exécutive confédérale, donc de la direction confédérale, et qui a comme responsabilité principale l'activité syndicale en Europe. Voilà. Donc nous avons jusqu'à 16h pour avoir un échange avec nos quatre invités qui va se passer de la façon suivante. Donc on leur donnera un temps de parole avec quelques questions que je vais leur poser au début. Ensuite, directement, vous aurez la parole pour soit leur poser des questions, soit participer au débat sur les enjeux européens. Et nous leur redonnerons à nouveau la parole. Et en fonction du temps, peut-être à nouveau un petit retour sur vos interventions. Et on terminera par nos invités qui clôtureront le débat. Donc je vais commencer en donnant la parole à Philippe Mediavilla. Donc, la CGT en Aquitaine a pris la présidence de ce qu'on appelle le CSIR, qui est l'émanation frontalière de la Confédération européenne des syndicats, la CES. Alors, Philippe, peux-tu nous dire un peu plus sur ce que c'est, comment elle est composée, quels sont ses objectifs, quelle démarche, quel chantier il y a, à quoi ça sert d'avoir une telle organisation? Et également, on sait qu'il existe, mais peut-être que tous les délégués ne le savent pas, des partenariats entre organisations syndicales de 5 régions européennes, dont la CGT Aquitaine fait partie. Alors, peux-tu aussi nous dire les grandes lignes de ce qu'est ce partenariat? Oui, alors, bonjour à toutes et tous. Alors, oui, je vais aller très rapidement sur le fonctionnement de cette organisation qui est le CSIR, le Conseil syndical interrégional, et également sur le partenariat, mais plutôt aborder les questions de la démarche qui nous anime au sein de ces organisations et de ce travail européen qu'on fait avec d'autres organisations syndicales. Alors, en ce qui concerne le Conseil syndical interrégional, donc c'est effectivement, comme l'a dit Yamina, une émanation de la Confédération européenne des syndicats sur la frontière. Donc en ce qui concerne le CSIR dans lequel la CGT Aquitaine est impliquée, il y a des commissions ouvrières et l'UGT d'Aragon, de Navarre et d'Euskadi, qui est la communauté autonome basque. D'accord ? Et il y a côté français, donc la région Aquitaine, avec les organisations syndicales CGT bien entendu, CFDT, UNSA et CFTC. Donc l'idée, c'est de se retrouver autour de la frontière pour avoir un échange sur les enjeux européens, certes, mais plus particulièrement avec un focus sur la question des travailleurs transfrontaliers, par exemple, mais aussi pour pouvoir échanger dans la proximité entre syndicats d'entreprise sur des thématiques qui nous sont chères ou sur des thématiques qui nous sont communes sur un même territoire. On va dire que l'Aquitaine partage beaucoup de choses avec, en particulier, la communauté autonome basque, mais aussi avec la Navarre et l'Aragon,
en matière économique, d'échange de questions de transport, par exemple, des questions de la façade atlantique aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont à aborder. Et bon, en ce qui concerne la CGT, on essaye de travailler depuis qu'on a la présidence. C'est pas vieux, hein, ça date de juin 2013. Hein. Donc on a la présidence pour 2 ans. Elle tourne, cette présidence, autour des différentes organisations membres de cette structure. Et donc, on essaye là d'impulser plus une démarche qui consiste à faire se rencontrer des militants de syndicats d'entreprise sur des secteurs ou des thématiques précises. Par exemple, la dernière réunion qu'on a eue, elle a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier, le 3 octobre. Et on a débattu des questions du travail, enfin, du passage de salariés d'un pays à l'autre sur, par exemple, dans le secteur de la construction et des travaux publics. Vous avez entendu ce débat où on a des employeurs qui se plaignent du fait que des entreprises espagnoles viendraient prendre les chantiers publics, des chantiers de travaux publics, des chantiers de construction du côté français. Bon, ils ont oublié au passage qu'ils ont milité pour la concurrence libre et non faussée. Hein, c'est quand même un peu grâce à eux que c'est organisé comme ça. Mais ceci dit, il faut s'y intéresser parce qu'il y a des questions de droit des salariés qui passent la frontière qui nous intéressent forcément. Hein. Et puis il y a aussi la question de l'emploi d'un côté et de l'autre. Hein. Les salariés ne sont pas responsables de la crise qui frappe l'Espagne et la France. Et donc on a besoin plutôt de tisser des solidarités plutôt que de tomber dans ce travers de la concurrence vers lequel on voudrait nous amener, la concurrence et la compétition entre salariés. Et donc dès qu'on a un échange, on se rend vite compte qu'on a beaucoup de points communs, hein, et qu'on est en capacité de travailler beaucoup de choses ensemble. Et d'ailleurs, pour citer un ou deux exemples de ce qui s'est dit la semaine dernière, on a décidé de sortir un fascicule en français, en espagnol, mais y compris en basque, parce que le basque est une langue officielle dans la communauté autonome d'Euskadi, et de façon à informer d'une part nos structures syndicales interprofessionnelles des droits dont disposent les salariés quand ils traversent une frontière, du droit européen, de ce qu'ils peuvent exiger en matière de droits sur les salaires, la protection sociale, sur le temps de travail, etc. Mais aussi par rapport aux différentes conventions collectives qui sont appliquées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. On va aussi faire un fascicule à destination des salariés en leur donnant les coordonnées des organisations syndicales de façon à ce qu'ils puissent aller à notre rencontre et pouvoir se défendre. Parce qu'il y a des situations quand même assez dramatiques souvent qu'on rencontre ici et là, pas seulement auprès de la frontière, y compris jusqu'à Bordeaux. On a des salariés espagnols et portugais qui viennent travailler là dans des conditions d'hébergement, par exemple, très difficiles, mais aussi de temps de travail, de conditions de travail très, très, très dures. Voilà, donc on est vraiment sur des actions très concrètes. On va aussi organiser une journée d'études sur ces enjeux-là, où vous serez bien entendu invités à participer et on pourra échanger. Ce sera l'occasion d'échanger. Alors la démarche là, elle est quand même de travailler pas seulement sur du court terme, mais sur du long terme et de tisser des relations fraternelles, solidaires et très concrètes sur des chantiers, vous voyez, entre militants des syndicats, quoi. On a la possibilité sur un territoire de faire ça à taille humaine. Bon, donc ça c'est la partie CSIR. Je pourrais y revenir si vous avez des questions un peu plus dans le détail. Sur la partie partenariat, maintenant, la région Aquitaine, depuis maintenant 10 ans, on a fêté le 10e anniversaire cette année. Donc en 2003, s'est créé un partenariat sur la base de relations qui existaient entre les institutions politiques de différentes régions en Europe. Alors, par exemple, le Conseil régional Aquitaine avait un échange avec le Land de Hesse et la région Émilie-Romagne en Italie, la Wielkopolska en Pologne et País Valencia en Espagne. Et donc, un copain de la CGIL italienne a eu l'idée de réunir les organisations syndicales de ces régions pour voir comment on peut, au travers de ce partenariat, créer, notre propre partenariat syndical et qui interviendrait aussi sur les choix, les enjeux politiques de ces régions. Voilà. Donc on a créé ce lieu solidaire qui, maintenant, depuis 10 ans, porte un certain nombre de projets qui sont, pour la plupart, financés par des financements européens auxquels on répond à des appels à projets, tout simplement. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, mais à chaque fois, il y a une organisation qui
qui est une organisation membre du partenariat, qui prend le pilotage de ce projet. Et donc on a créé, on a tenu un certain nombre de projets depuis 10 ans. Alors on a parlé de dialogue social dans nos régions, on a fait une étude là-dessus. On a fait une étude sur la situation des salariés dans les ports et aéroports, par exemple. On a porté aussi un dossier très important et qui se poursuit d'ailleurs sur les politiques la politique de genre, sur l'égalité des genres, qui s'appelle un projet qui s'appelle Ariadna, dont vous avez peut-être entendu parler dans des publications régionales, etc. On a fait plusieurs déclarations, on a pris plusieurs positions là-dessus. Et on vient de terminer un projet sur la question de l'automobile. Alors je parle sous contrôle de Michael, puisque Michael fait partie du partenariat avec le DGB du Land de Hesse, donc en Allemagne, dont la capitale est Francfort, pour situer. Voilà. Et donc ce travail qu'on a fait sur le genre, par exemple, je prendrai celui-là pour montrer que les échanges qu'on peut avoir aussi bien au travers du CSIR que du partenariat européen des régions, c'est quand même un échange qui permet de nourrir notre propre activité syndicale, je dirais, dans la CGT. Voilà. Mais je crois que c'est la même chose pour les autres organisations syndicales, membres du partenariat ou du CSIR. C'est-à-dire les débats qu'on peut avoir, ça nourrit nos propres débats à nous et ça nous donne aussi la pêche pour avancer. Deuxième aspect, ça ouvre aussi des horizons différents et des champs d'intervention beaucoup plus larges que ce qu'on connaît dans l'entreprise ou même sur nos territoires. On a une vision quand même européenne et puis ça nous permet une ouverture d'esprit qui nous facilite la compréhension du monde aussi, je crois que j'ai envie de dire ça. Et puis en même temps, ça crée des solidarités très concrètes. Voilà. On est au-delà du discours de il faut une Europe sociale, mais on essaie de le construire ensemble. Je crois que c'est ça qui est très important. On construit les choses sur la base de chantiers concrets comme le chantier Ariadna ou celui de l'automobile. J'ai vu ce matin qu'il y avait des camarades de Ford qui étaient là et le syndicat de Ford a participé à ce travail qui va se traduire par un document porté par l'ensemble des organisations syndicales membres du partenariat et qu'on va remettre non seulement aux régions auxquelles on appartient les uns et les autres, mais aussi à la Confédération européenne des syndicats, aussi au patronat européen du secteur de l'automobile, etc. etc. Voilà. Donc je m'en arrêterai là pour l'instant, je suis prêt à répondre à vos questions, mais voilà, on tisse du concret, on essaie de travailler les relations de proximité, quoi. Merci Philippe. Donc on va passer le micro à Félicia. Alors Félicia, tout le monde sait que l'Espagne est parmi les pays d'Europe qui sont les plus touchés par la crise et qui subissent les plans d'austérité très très violents. Alors j'aimerais que tu nous dises quelle analyse tu fais de cette situation, est-ce que tout le monde est touché de la même façon? Les femmes notamment sont-elles, comme en France, souvent les premières victimes de ces politiques d'austérité? Et bien sûr, la question en corollaire, c'est comment les syndicats organisent-ils la résistance contre ces plans d'austérité? Merci. Bonjour, chers camarades. Je veux remercier premièrement à la CGT de nous avoir invités à être présents cet après-midi à cette table ronde. Pour répondre aux questions que tu me poses, je veux dire que la situation des syndicats et la situation de l'emploi au Pays Basque sont en ce moment très marquées par la crise et par les coupes des politiques poursuivies par les différents gouvernements, et en particulier par le gouvernement de Rajoy. Par contre, le gouvernement basque d'Urkullu n'a pas fait autant de coupures sur les services comme est en train de faire le gouvernement de l'État. Nous continuons dans une situation de stagnation économique avec des taux de chômage encore très élevés. Il y a un 14,5% pour les femmes pour les hommes, et un 15,8% pour les femmes. Et pour les jeunes, le taux de chômage est un 41,3%. Et ces taux de chômage, c'est pour l'Euskadi.
Et les taux de chômage pour l'Espagne, c'est pour les hommes un 26,7%, pour les hommes un 25, pardon, j'ai dit pour les hommes un 26,7%, pour les femmes un point plus, un 27%, et pour les jeunes un 57,2%. Donc nous voyons que les chiffres sont vraiment atroces et c'est très grave. Puis chaque fois, il y a de plus en plus de salariés qui partent au chômage et qui ont des contrats à temps partiel. Et chaque fois, il y a de plus en plus de jeunes qui sont forcés de migrer vers d'autres pays pour trouver de l'emploi. Tout cela signifie qu'il existe en ce moment une grande incertitude quant à l'avenir et un grand sentiment d'énorme instabilité. Il y a deux variables qui sont très négatives. La première, c'est que le crédit qui se produit est minime à cause de la mauvaise gestion du secteur financier espagnol, à cause du rachat avec un aval public et sans aucune responsabilité de la part des gouvernements et surtout du secteur financier avec les problèmes qu'il y a au pays. Et aussi que les entreprises, par contre, ont de graves problèmes pour avoir des crédits. Et cela génère des strangulations qui sont en train de détruire les emplois et aussi en train de détruire les entreprises. La deuxième variable, c'est que la chute de la demande intérieure est un frein pour une vraie reprise économique. Ainsi, les taux de chômage, l'incertitude, la baisse des salaires et la hausse des impôts indirects ont rétracté significativement la consommation. Finalement, réduire le déficit public à travers de la réduction des dépenses a un effet très négatif et génère un cercle vicieux. Nous pensons, de la part depuis les Comisiones Obreras d'Euskadi, qu'il faut faire des réformes fiscales pour corriger les déficits à travers les revenus et non seulement ou à travers les dépenses. En plus, après la dernière réforme du travail du gouvernement de Rajoy, la négociation des conventions collectives dans le Pays basque est aussi en crise. Les entreprises peuvent modifier à la baisse les conditions de travail, y compris les salaires, à des centaines de milliers de personnes. Les conventions sectorielles disparaissent si elles ne sont pas renouvelées dans un délai d'une année. Avant la réforme, il n'y avait pas de délai. On pouvait négocier une convention collective. On pouvait être pendant une année, 2 ans, 3 ans. Ça dépendait du rythme des négociations. Maintenant, si elle n'est pas négociée dans le délai d'une année, elle disparaît. Et et on doit appliquer la convention cadre supérieur, s'il y en a une, si elle existe, parce que si elle n'existe pas, la convention sectorielle tombe, elle disparaît. Donc c'est très grave parce qu'on nous a enlevé aux syndicats la première herramienta, le principal outil qu'on a pour travailler et pour améliorer les conditions de travail. Parce que si on n'a plus de convention, il faut se guider par le code de travail. Et à travers les conventions, ce qu'on fait, c'est améliorer toujours ce code de travail. Donc la situation est très grave. Et
Et quelle est la situation des femmes? Comment la crise est en train de joindre les femmes? Et quel effet la crise est en train de produire? Bien, la réforme du travail, ce qu'elle a fait en Espagne, c'est expulser du marché du travail aux femmes. Avec une destruction, je parle en ce moment, les chiffres que je vais donner, c'est du Pays Basque. Il y a eu l'année 2012, il y a eu une destruction de 22 400 emplois, dont 20 200 sont des emplois à temps complet et seulement 2200 à temps partiel. Et 83% de l'emploi à temps partiel est développé par les femmes. Aussi, la perte la plus importante de l'emploi chez les femmes a eu lieu surtout dans le secteur des services. Et en ce moment, l'emploi public est encore un refuge pour les femmes, de sorte que chez les femmes, l'emploi salarié représente 24% dans le secteur public et chez les hommes seulement un 16%. La temporalité augmente chez les femmes et le taux de l'emploi temporaire des femmes est à 24% comparativement à 15% chez les hommes. Et le taux de chômage, on l'a vu, et on a vu que les femmes ont 1 point plus de chômage que les hommes. Et également, la répartition du chômage reflète la ségrégation professionnelle qui existe au travail et que les femmes représentent 75%, puisque 75% des femmes au chômage proviennent du secteur service. Donc on voit que les femmes sont surtout situées et travaillent au secteur service. Il y a en plus de ça un écart de rémunération importante entre les femmes et les hommes, puisque le salaire moyen des femmes devrait être augmenté à 30% pour correspondre à celui des hommes. Bon, c'est un problème qu'on essaie de travailler en Espagne et au Pays Basque depuis assez d'années, mais on n'arrive pas à réduire la différence qu'il y a, la discrimination qu'il y a, et cette différence est plus grande depuis l'année 2008. Cette différence a augmenté. Et en plus, il y a, comme toujours, la question de la réconciliation qui reste avec les femmes, de sorte que les femmes demandent un 78% des congés pour s'occuper des enfants et un 87% des réductions de la journée de travail. Ces données donc montrent que l'application de la réforme du travail a augmenté le taux de chômage des femmes et les conditions précaires de travail. Et cela implique non seulement un échec, mais surtout une destruction de l'égalité et une attaque frontale contre les droits des femmes qui provoque leur expulsion du marché du travail. Le gouvernement de l'État et aussi le gouvernement basque sont en train d'éviter maintenant le dialogue social avec les syndicats. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent faire aucune réunion pour pouvoir agir comme ils veulent. Ils ont l'intention de légiférer et rendre leur politique économique sans aucune participation sociale. Ils appliquent des mesures d'austérité et il y a une grande détérioration des services publics. Ils sont en train de privatiser tous les services publics et tous les services sociaux. En plus, le gouvernement de Rajoy
veut réaliser une deuxième réforme des retraites, avec 2 mesures axées sur la réduction du déficit public et sur les diminutions des retraites. Et ces mesures peuvent causer une possible perte de pouvoir d'achat pour les retraites entre un 14,8% et un 28,3% pendant les 15 prochaines années. Et le gouvernement de Rajoy a reconnu que ces mesures feront que les retraités pendant les 9 prochaines années reçoivent 33 000 millions d'euros de moins. Le gouvernement est en train de privatiser tous les services. Et on peut dire que la crise a servi de prétexte pour mettre en œuvre des conditions de travail précaires, des pertes d'emplois et pour dégrader les conditions de vie des millions de personnes. Le gouvernement choisit aussi d'appauvrir les fonctionnaires, d'appauvrir les retraités et la classe ouvrière en général, plutôt que de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'emploi et surtout à améliorer la croissance économique du pays. Dans le fond, le gouvernement vise à démanteler l'État-providence et que l'économie soit au service d'une minorité. Pour tout cela, aujourd'hui, plus que jamais, depuis les commissions obreras de Euskadi, nous devons empêcher de nouvelles attaques des droits et des libertés. Et c'est pour ça que le syndicat au Pays Basque et le syndicat à l'État va agir de différentes manières. À travers la mobilisation, on va faire des manifestations contre les propositions du gouvernement sur les retraites, contre les coupes sociales et pour rétablir les conventions collectives, et avec une plus grande présence dans les entreprises. On est en train d'aller dans les entreprises pour expliquer quelle est la situation, qu'est-ce qu'on doit faire, et pour dire aux salariés qu'il faut se mobiliser, il faut protester et il faut empêcher la disparition des conventions collectives. Et nous allons faire des propositions au gouvernement pour changer les politiques fiscales, parce que si le gouvernement ne change pas les politiques fiscales, on ne va pas pouvoir avancer pour rétablir les droits qui sont en train de se perdre. Merci beaucoup. On voit bien qu'elle peut participer à nos débats du Congrès, qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. C'est pas elle qui a fait notre document de Congrès pourtant, mais il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Alors Michael, heureusement qu'en Allemagne c'est pas pareil, parce que c'est un modèle pour nous. On n'arrête pas de nous dire qu'en Allemagne c'est formidable, qu'il y a pratiquement pas de chômage, que l'industrie est forte. Mais pourtant, on a entendu qu'il y avait des petits problèmes de salaire minimum, mais je crois que Madame Merkel a dit que dans son programme, là, elle allait vite remédier à ça. Et pourtant, on a vu aussi que les fonctionnaires, s'ils ont eu l'année dernière une augmentation de salaire assez conséquente, c'est au bout quand même de 3 semaines de grève, que les métallos, il a fallu qu'ils fassent la grève à 400 000 pour aussi obtenir une augmentation de salaire, et ça, c'est ceux qui sont organisés qui se battent. Mais donc, on a quand même quelques difficultés à croire que tout se passe bien en Allemagne. Alors, on va profiter de ta présence pour que tu nous dises quelle est la réalité de la situation sociale et économique en Allemagne et comment les syndicats s'opposent à l'austérité et aux réformes du travail qui sont mises en place. Alors,
faut parler très lentement parce que c'est vrai que c'est un peu difficile. Oui, bonjour à toutes et tous. Excusez-moi d'abord pour mon français, ça va être lourd pour moi et pour vous aussi, mais j'espère qu'on va le faire. Donc d'abord, David, j'ai parlé souvent avec David sur les conditions de travail en Allemagne. On peut dire que l'économie en Allemagne, elle va bien, mais le prix est payé par les salariés. Ce n'est pas la politique de Merkel de baisser seulement les salaires en Europe du Sud, c'est même en Allemagne qu'on a subi une baisse des salaires lourds dans les années derrière. Et ce n'était pas la Merkel qui a commencé avec cette politique-là, c'était un gouvernement de centre-gauche, c'était le gouvernement Schröder. Et depuis 2005, en Allemagne, il y a deux régimes d'emploi, on peut dire. D'un côté, il y a les travailleurs et les travailleuses bien protégés et stables dans leur entreprise. Et de l'autre côté, il y a le travail précaire, avec des salaires, pas avec des grands salaires. Et une précarité, il y a les intérimaires qui en Allemagne ils gagnent moins que les stables. Je sais qu'en France, il y a le supplément de précarité. En Allemagne, oui, le salaire des intérimaires, c'est dans la moyenne, c'est 40% plus bas que le salaire des stables. Et ensuite, il y a les mini-jobs. Et donc, le problème, c'est dans la conséquence, il y a aujourd'hui, il y a le 20% des salariés qui prennent moins que 60% du salaire moyen en Allemagne. C'est une augmentation du 10%, non, c'est doublé pendant les derniers 10 ans. C'est ça. Donc, la précarité en Allemagne est en hausse, elle augmente toujours. Et c'est le miracle économique de l'Allemagne, c'est baisser sur le travail précaire. Et c'est tout, je crois. Et pendant la crise, c'était un peu bizarre parce que pendant la crise, le premier gouvernement Merkel, c'était une grande coalition démocratique et les sociaux-démocrates pour sauvegarder l'emploi et protéger l'emploi stable. Ils ont mis beaucoup d'argent, des investissements dans l'assurance de chômage pour financer le chômage partiel, dans les bâtiments, dans les universités, dans la recherche, dans les infrastructures. Et ce n'est pas la proposition que Merkel elle fait maintenant à l'Espagne, à la Grèce. La proposition que fait la Merkel, c'est la précarité. De couper le salaire, d'augmenter le travail précaire et l'austérité. Et je crois que c'est important à dire que les syndicats allemands, ils ne sont pas du tout d'accord, ni en Allemagne, ni en Europe. Ce qu'on a besoin en Europe, c'est un programme des investissements qui crée de l'emploi durable, de qualité et qualifié. Et la politique de Merkel et des autres pays du Nord, c'est plutôt une politique qui nous va porter au sud de l'Europe, mais pas seulement au sud de l'Europe, parce que la crise va arriver aussi au nord de l'Europe, qui nous va porter la précarité, la pauvreté, et ce n'est pas la route pour sortir dans la crise, mais ça va aggraver la crise encore, et comme ça, la crise va pas se fermer à l'Europe du Sud, mais prendre toute l'Europe. Et donc, je crois, et aussi le DGB, qu'il faut avoir maintenant une politique partagée par tous les syndicats en Europe pour faire une proposition comment relancer l'économie, comment créer de emplois et comment on peut donner un futur aux jeunes en Europe. C'est pas acceptable. Et pour le dire clairement,
Selon les syndicats allemands, la richesse produite en Allemagne ou dans le nord de l'Europe va partager avec le Sud. C'est ça la solidarité en Europe. Ce n'est pas que la richesse reste dans le pays, parce qu'à la fin, c'est un recours au nationalisme. Et je craignais vraiment que le nationalisme, pour le moment en Europe, il est plus fort que la solidarité. Et ils sont seulement les syndicats qui vont travailler sur la solidarité, parce qu'en France, c'est le Front National. En Allemagne, Merkel, elle n'est pas nationaliste, mais ils font des recours au nationalisme. Si tu dis à une retraitée allemande, ce n'est pas aux retraités allemands à payer la retraite en Grèce. C'est un recours, je crois vraiment, au nationalisme. Et c'est pour ça qu'elle a pris plus de 40% aux élections nationales. Et donc, c'est l'échelle pour nous, comme syndicat, de tourner l'opinion politique publique. Et ce n'est pas facile d'entrer dans les boîtes à expliquer que la richesse va partager. C'est ça la solidarité. Mais il faut c'est à nous de le faire, parce que sinon, il sera le nationalisme qui va gagner en Europe. Et moi, personnellement, je veux l'Europe du peuple. Ça va être dur, et je sais bien que ma camarade du échelle nationale est déjà vous parlez entre vous pour faire une proposition de syndicats européens. Ça, c'est important. Mais plus important encore, il sera de créer un mouvement des travailleurs et des travailleuses en Europe. Parce que pour le moment, on a seulement une représentance institutionnelle à Bruxelles, des syndicats. C'est bien, c'est pas mal ça. Mais on n'a pas le mouvement qui crée dans les solutions de la solidarité en Europe. Et si on veut avoir la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses, on a beaucoup à faire. Merci. Bon, je crois qu'il va nous permettre de faire la liaison impeccable avec ton intervention, Frédéric. Alors, donc voilà, on l'a vu, l'austérité frappe tous les pays européens, que ce soit la vieille Europe ou les pays nouveaux, Lituanie, Slovénie, enfin tous les pays d'Europe sont touchés par cette austérité. Les différents traités aussi qui se succèdent au niveau des institutions européennes ne font qu'aggraver les choses. Ils sont tous plus libéraux les uns que les autres. Et il y a des choses qui ont quand même bougé ces derniers temps. Alors, je dirais pas depuis que la CGT est rentrée à la CES, quand même, parce que ça serait un petit peu prétentieux. Mais c'est vrai que il y a le dernier traité, la Confédération européenne des syndicats s'est prononcée contre. Alors que le TCE, seule la CGT s'était prononcée contre. Et là, on a vu une évolution. Dernier traité, c'est l'ensemble de la CES qui a rejeté ce traité et l'austérité qu'il y avait dedans. On voit également des luttes de plus en plus importantes. Alors dans chaque pays, on l'a vu en Espagne, en Allemagne aussi, pour contester l'austérité et les mesures de réforme très régressives du travail. Des luttes aussi qui se coordonnent avec des initiatives européennes. Donc tout ça, ça fait partie quand même des choses très nouvelles dans le syndicalisme européen. Je crois que ça serait intéressant d'avoir un petit moment aussi là-dessus. Et je relisais, là, il s'est passé, alors ça c'est en lien avec ce que tu as dit, Michael, les 7 et 8 juin à Athènes a eu lieu ce qu'on appelle l'Alter Summit pour ceux qui savent le nom exact, et qui a débouché sur le manifeste des peuples. Alors j'aimerais que tu puisses aussi nous dire de quoi il s'agit. Juste en quelques mots pour laisser justement le débat entre vous et nous. Déjà, la position de la CES l'année dernière. Bon, c'est vrai que c'est une première que la Confédération européenne des syndicats, quand je dis la CES, les organisations qui composent la CES, dont les organisations françaises, je fais un petit clin d'œil, CGT, CFDT, Force ouvrière, UNSA et CFTC,
se sont prononcés contre, en tout cas à Bruxelles, ça c'est mon clin d'œil, se sont prononcés contre le pacte Euro+, pour le schématiser. Mais c'est pas tant une évolution de la CES que l'évolution des traités et de la politique menée à travers ces traités en Europe. Il n'y a pas eu un argento, comme on dit, de la CES sur la construction européenne. D'un seul coup, que la CES se serait passé d'un pôle réformiste à un pôle révolutionnaire. Non, c'est l'analyse qu'en ont faite l'ensemble des organisations de la CES sur ce pacte, qui est un peu la cerise sur le gâteau, a conduit la CES et ses organisations à considérer que si ce pacte était mis en œuvre dans l'ensemble des États et sous le contrôle de la Commission, alors, à moins ou à long terme en tout cas, l'idée même européenne serait rejetée et l'Europe exploserait. Parce qu'on passe d'une situation où je ne reviens pas sur les différents traités, mais où grosso modo on laisse quand même aux nations ou aux États des marges de manœuvre dans le cadre d'un carcan, mais voilà, une cage suffisamment large qui permette aussi, en fonction des alternances, des alternatives politiques, etc., de pouvoir mener quand même des éléments de créneaux de politique sociale, économique, industrielle, à impact qui sanctionne tout gouvernement, tout État, qui est la fameuse règle des 3%, qui sanctionne, voire mais par des sanctions pécuniaires, etc. Donc là, on est passé d'une situation d'une Europe, d'une construction démocratique contestable, à une situation où les peuples n'ont plus leur mot à dire, y compris le Parlement européen, qui, avec le traité de Lisbonne, contrairement à ce qu'on a pu penser, a donné plus de droits au Parlement qu'il en avait avec le traité de Maastricht. Donc cette idée à la fois d'un manque de démocratie, d'un musellement des politiques au niveau européen, mais décidé par les gouvernements européens. Ce n'est pas la Commission qui, le jour au lendemain, a imposé. Y compris, je rappelle quand même que le candidat qui a été élu président de la République s'était fait fort dans la campagne, s'il était élu, de remettre en cause cet engagement de Nicolas Sarkozy. Or, bon, ça fait partie des engagements qui n'ont pas été tenus. Mais bon, au fond, Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout tourne, toutes les politiques, qu'elles soient de l'Allemagne à la Grèce en passant par la France, tout tourne autour de cette question des déficits. Tout tourne autour. Donc voilà la position, enfin, ce qu'a été, non pas un long cheminement, mais une position, j'allais dire, courageuse, parce que quand on connaît l'histoire qui existe entre la CES et la construction européenne, quand je dis le courage qu'il faut avoir, c'est de dire, là, on n'est pas d'accord, et on appelle les peuples à se prononcer contre. C'est une rupture. Mais la rupture, elle est dans la construction européenne elle-même et dans l'idée syndicale qu'on peut avoir de la construction européenne. Alors, on parlait de la CGT au niveau de la CES. La CGT a contribué à cette situation, bien évidemment. Comme le fait d'être dans la CES, ça a aussi contribué à aider la CGT à regarder un peu plus loin que le bout de son nez. De regarder toutes les réalités en Europe. Et souvent, on dit entre nous, ouais, attendez, il y a le modèle français qui est remis en cause. Ils veulent remettre en cause le modèle français. Alors, on parle de la Sécu, on parle des syndicats. Philippe l'a dit à quelques mots, mais vous savez, il n'y a pas de modèle en Europe, plus efficace que les uns que les autres. Par contre, ce que je peux constater, mais comme d'autres qui sont un peu dans les activités européennes, du point de vue du syndicalisme, ce qui est frappant, c'est qu'on soit en Allemagne, en Suède, en Scandinavie, en Angleterre, on a tous nos cultures, nos politiques, notre histoire différente, mais je rencontre que des syndicalistes qui veulent se battre pour améliorer le progrès et les droits des salariés, dans des conditions très particulières. Et je crois que c'est ça qui fait l'originalité du syndicalisme, la spécificité même du syndicalisme. Dans cette période, depuis la crise, on sent bien, et Michael l'a dit, ce qu'on peut appeler les corps constitués, que ce soit le corps patronal, des politiques, chacun essaye de tirer, d'avoir des politiques nationales d'austérité dans son propre pays au nom de l'Europe. Il y a vraiment qu'un corps constitué, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est assez péjoratif, où on est dans une situation où dans ces évolutions où effectivement les nationalismes prennent de plus le pas. Quand je parle de nationalisme, on voit bien que c'est du nationalisme libéral. Je n'ai pas encore vu une montée très forte de ce qu'on appelle des nationalismes anti-européens qui portent des notions de progrès social telles que nous, on pourrait l'envisager. Mais dans cette situation-là de déliquescence de l'idée européenne en dehors de l'austérité, il n'y a vraiment qu'une réponse syndicale qui est en train de se dessiner de convergence, d'alternatives sociales, économiques, industrielles et de propositions de mobilisation, non pas pour porter la question pour ou contre l'Europe, parce que j'allais dire qu'au niveau du syndicalisme, cette question est réglée. Dans une économie
intégrée telle qu'elle est aujourd'hui au niveau européen dans la mondialisation, le choix de rupture que la CES, et que nous portons fortement, la CGT et la CES, elle n'est pas le débat pour ou contre l'Europe, elle est le débat pour ou contre l'austérité et de changer de cap en Europe. Et c'est y compris dans le cadre des élections européennes, ce débat-là qu'on va porter. Parce qu'il ne s'agira pas simplement de dire on est de droite, mais on est pour l'Europe, on est d'extrême droite et on est pour le retour au franc, mais on est de gauche, on est pour l'Europe, voire on est pour le progrès social et on n'est pas pour l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un débat y compris qu'on va vouloir porter syndicalement sur cette idée qu'au niveau européen, on a besoin de le porter. Alors, sur les mobilisations, on a eu depuis 2-3 ans maintenant, là aussi une montée en puissance de ce besoin de montrer la force des salariés en termes de mobilisation, tel que nous on l'entend, manifestations dans les rues, etc. Mais en même temps, là j'attire votre attention sur le fait que c'est pas si simple que ça. Il y a des pays, par exemple en Allemagne, on ne peut pas faire grève comme en France. Bon voilà, on a un problème le matin, on arrive à la boîte, il y a un problème, on pose le sac comme on dit. C'est pas possible partout. C'est même interdit en Angleterre. Vous voyez, il y a des pays, y compris l'idée de manifester, c'est quelque chose de complètement aberrant. C'est bon, il y a des pays, notamment dans le Nord ou en Allemagne, et là aussi ça renvoie à nos débats à nous, ou à ce qu'on doit faire dans la CGT. La notion de rapport de force, elle ne se symbolise pas par le nombre de salariés qu'on met dans la rue, elle se concrétise par le nombre d'adhérents qu'on a à l'organisation syndicale. Vous voyez qu'on a une situation où en France, grosso modo, on est à 2 millions, 3 millions d'adhérents, toute organisation confondue. En Allemagne, c'est 10 millions d'adhérents. Voilà, les notions de rapport de force. Et en même temps, on avait rencontré avec Bernard Thibault l'année dernière le président du DGB qui disait, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, tout le monde en parle. Comment vous faites avec si peu de syndiqués pour mettre autant de monde dans la rue? Ça, c'est un sujet d'étonnement. C'est un sujet d'étonnement dans toute l'Europe. Là, je parle de l'Europe du Nord. Et il a vu cette image qui mériterait d'être travaillée, y compris chez nous. Il dit, dans le fond, il n'y a pas de modèle à chercher, mais on pourrait en construire un. Le type d'organisation qu'on a en Allemagne avec 10 millions d'adhérents et le type de mobilisation que vous êtes capable à faire en France avec si peu de syndiqués. Voilà, je pense qu'aussi c'est un appel à savoir travailler comment on va chercher chez les uns et les autres cette idée de trouver l'efficacité pour avoir plus grand rapport de force, pas seulement en France, mais surtout en Europe pour construire des solidarités. Mais quand je parle de solidarité, c'est pas ça. Évidemment, il y a la solidarité, c'est normal, mais d'avoir une vision solidaire de ce que doit être une Europe de progrès basée sur un socle de droits sociaux pour les salariés. C'est ça qui fait la différence entre ce que porte le syndicalisme aujourd'hui et d'autres forces politiques qui sont plus le nez sur l'économie, et il en faut. Et là, on est en train de travailler dans la CES à l'initiative du DGB, de syndicats allemands et espagnols notamment, sur... on va faire une proposition, travailler, d'un plan d'investissement convergent européen, d'investissement dans la production, mais pour la création d'emplois de qualité. Et j'insiste sur ce terme d'emploi de qualité, c'est un terme... Parce que bon, il y a plusieurs langues en Europe, donc on essaie toujours de trouver des mots. Service public, par exemple, ça ne veut rien dire dans certains pays. Et en Allemagne, on ne parle pas de service public, on parle de service d'intérêt général. Bon, nous, les Français, quand on vient, si on ne parle pas de service public dans le texte, on dit, attendez, c'est du recul. C'est un recul social, c'est pas possible pour nous. On fait des compromis de linguistique, c'est pas facile. Donc, l'emploi de qualité, c'est par rapport à ce que disait Michael. Nous, c'est pas de savoir le nombre de chômeurs qu'il y a en moins. C'est de savoir le nombre de salariés avec une qualification, un salaire, de la reconnaissance, etc. C'est ça pour nous l'emploi, ce qu'on appelle le travail. Et on est en train de travailler, on doit finaliser d'ici la fin de l'année un plan d'investissement, de vraiment un travail commun. Mais voyez un peu la difficulté, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi dans le syndicalisme parfois des pays scandinaves qui sont moins touchés pour le moment par la crise. Qui font un peu plus le dos rond, mais on a besoin de travailler ensemble pour aussi se convaincre que demain, de toute façon, si en Grèce, si en Espagne, si en France, c'est-à-dire le pouvoir d'achat global de l'Europe, alors qu'on est dans une zone où 80% des échanges se font au sein de l'Europe, de toute façon, ceux qui ne sont pas ou moins touchés aujourd'hui le seront demain. Et dans une situation d'un appauvrissement d'une zone économique, je ne vous dis pas dans le cadre de la mondialisation, c'est un continent ou un sous-continent qui est en danger. Donc on est en recherche à la fois de propositions alternatives, sociales, là-dessus on a le contrat social, mais aussi on a considéré qu'il fallait aussi que le syndicalisme
prennent aussi le pas sur les questions économiques, sur les questions industrielles, non pas d'avoir un projet européen, mais de mettre sur la table quand même des propositions convergentes des 87 organisations syndicales des 32 pays qui composent la CES. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura fait un travail, et la CGT, on ira contribuer, comme d'autres, on aura fait un travail, je veux dire, qui sera y compris salutaire dans le cadre du développement ou de l'avenir de l'Europe ou du non-avenir du continent.